J'aimerais beaucoup que le biomimétisme soit reconnu comme un des piliers de la transition écologique. La chouette effraie, elle a un petit duvet qui lui permet de faire le moins de bruit possible parce qu'en fait elle va faire le moins de turbulence possible dans l'air. Ça a inspiré des fabricants d'éoliennes pour venir rajouter des petits peignes en bout d'éoliennes et limiter considérablement le bruit généré par les éoliennes. Le vivant, c'est fabriquer de l'hydrogène, alors sous d'autres formes évidemment que gazeuses. Et il y a aujourd'hui des très belles équipes qui travaillent sur comment imiter en fait cette chimie des plantes. Cette photosynthèse artificielle fait partie des principaux game changers demain. On en est où du biomimétisme en France? Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on a une carte à jouer? Est-ce qu'on est en retard? Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Kalina Raskin. Bonjour Kalina. Bonjour Frédéric. Alors, tu es une véritable pionnière dans le domaine du biomimétisme. On va voir en quoi ça consiste. Pour toi, c'est une source d'inspiration qui nous guide vers des innovations durables. Tu es fondatrice du Centre d'études d'expertise en biomimétisme, le CEBIOS. Tu travailles à la frontière entre la science, la technologie et le design pour transformer notre façon de concevoir le futur, rien que ça. Là où nous voyons un oiseau ou une plante, toi tu remarques la courbure des ailes qui pourrait être utilisée pour améliorer le coefficient aérodynamique de nos avions ou les capacités déperlantes qui pourraient étanchéifier nos vêtements techniques. En démocratisant le biomimétisme et en encourageant une nouvelle génération de chercheurs à suivre cette voie, tu ne fais pas que proposer des alternatives, tu changes la manière dont nous pensons l'interaction entre la technologie et l'environnement pour un monde plus vert notamment. Merci donc de venir aujourd'hui dans Les Pionniers pour nous partager les coulisses de ton parcours inspirant. Je suis curieux, on est tous curieux de savoir et de découvrir tes motivations, tes ressentis sur ce chemin inspirant à mi-chemin entre la nature et la technologie. Notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca, ici en plateau, qui viendra nous amener ces éléments. Alors on commence tout de suite par une exploration de ton parcours. Tu es né en 81 dans une famille de cerveaux scientifiques, on peut le dire. Un grand-père médecin, une grand-mère professeur de maths, des parents ingénieurs, architectes. Est-ce d'eux, tu penses que tu tiens ton âme de scientifique? Alors je pense que clairement ça a eu une forte influence. Moi je me souviens que ma grand-mère, nous donnait à mes cousins et à moi, donc je suis d'origine bulgare, et donc quand on allait tous les étés en Bulgarie, elle nous donnait des exercices de mathématiques Mmh. pour s'amuser quoi. Voilà, pour s'amuser, pendant l'été. Avant ou après le boulot? Voilà, pour résoudre, résoudre des problématiques. Donc oui, clairement, il y a eu cette forte sensibilité, on va dire, à cette logique de pensée, et un grand-père, médecin, donc très intéressé, par la biologie, et puis un papa, émerveillé par, le monde vivant, et qui depuis toute petite, regardait m'invitait à regarder, le ciel, la terre, la mer. Il se trouve que j'ai vécu, en bord de mer à Marseille, et donc régulièrement la tête sous l'eau aussi, et donc à éveiller mon regard, aux autres vivants qui nous entourent. À quel âge tu t'es posé la question de savoir pourquoi le ciel était bleu? Ouah, je pense, quand on nous l'a appris, je crois que je je m'étais pas posé la question avant, donc au collège, fin du collège, début du lycée, Ah quoi. bon? Ouais, Mais c'est ouais. quoi? C'est la loi d'absorption de Rayleigh en Oui, oméga oui. 4 là? Oui, mais C'est en j'ai collège qu'on j'ai fait eu ça? un excellent professeur de mémoire, en physique, je crois, en collège ou au lycée. Alors il nous avait pas mis toute la théorie derrière, mais il nous avait fait des petites expériences quand même. Voilà. Très bien, alors pour la suite justement de ton parcours après le collège, nous allons écouter Rebecca. Vous avez commencé par obtenir un doctorat en biologie de l'université Pierre et Marie Curie. Après vos études et prenant conscience de l'ampleur de l'urgence induite par le changement climatique, vous avez rapidement orienté votre carrière vers l'application des principes du vivant à la technologie. Comme un déclic, vous commencez par rejoindre une ONG, Biomimicry Europa, puis profiter d'une opportunité avec la ville de Senlis pour lancer 2 ans plus tard le CIBIOS, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme de Senlis, où vous travaillez à promouvoir cette discipline encore jeune en France en développant des partenariats entre le monde académique et les industries, tout en favorisant une meilleure compréhension des innovations biomimétiques. Sous votre direction, le centre est devenu au fil du temps un point de référence en Europe pour ceux qui cherchent à intégrer les solutions inspirées de la nature dans leur processus, et avait joué un rôle clé
dans la sensibilisation à la biomimétique. Des matériaux auto-cicatrisants inspirés de la peau humaine aux surfaces antibactériennes inspirées des ailes de cigale. Avec vos équipes, vous guidez des projets qui cherchent à résoudre des problèmes concrets et continuer à être une figure de proue dans ce domaine pour un avenir durable. Merci pour ce portrait. Léonard de Vinci disait: Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Quelle est ta définition à toi du biomimétisme? Ma définition à moi du biomimétisme, c'est cette curiosité à aller comprendre comment fonctionnent les systèmes biologiques à toutes les échelles, depuis l'échelle de la cellule, voire des molécules qui la composent, jusqu'aux écosystèmes naturels, de comprendre avec ce progrès scientifique qui nous permet de modéliser et d'analyser ce vivant-là et d'en tirer les enseignements pour nos propres besoins, nous, Homo sapiens. C'est du biomimétisme qu'on a, enfin, c'est grâce au biomimétisme qu'on a réussi à développer le velcro et l'hélicoptère notamment, hein. Alors le velcro, c'est Oui, parce que c'est un végétal au départ qui alors a des effectivement, le velcro est un exemple assez typique de biomimétisme et bien connu de tout le monde. Je pense que tout le monde a oui, du on voit bien velcro. ce que c'est. Voilà, vous voyez très bien. Et le mot velcro, je ne sais pas si vous saviez que c'est la contraction de velours et crochet. Donc Ah! Non, ça velcro. je ne savais pas. Et donc le principe, si vous regardez les deux faces, effectivement, de votre velcro, c'est que d'un côté, il y a une fibre qui ressemble plutôt à du velours et de l'autre côté, des boucles, donc qui sont des crochets. Et c'est exactement en fait une imitation de ce qu'on peut observer dans la stratégie qu'ont certaines graines, qu'on appelle la zoochorie. Donc chorie c'est porter et zoo c'est l'animal. Et donc ce sont des plantes qui disséminent leurs graines par le transport sur les poils des animaux. Et donc certaines graines, comme vous savez les petites boules qui s'accrochent aux Oui, chaussettes en été, oui, en effet. eh bien, s'accrochent aux poils des animaux, grâce à des crochets. Et donc c'est ce qui a inspiré, Georges de Mestral pour développer le velcro. D'accord, donc dans velcro, il y a velours et crochet. Dans hélicoptère, il y a quoi? Non, c'est enfin si, il y a héli et hélicoptère, mais mais c'est On va pareil, dire dans c'est les stratégies de vol, au sens plus large du terme, effectivement, il y a eu, toute l'aéronautique, vous le disiez tout à l'heure, la les ailes d'avion ont été inspirées, en grande partie du vol des grands oiseaux. On s'en inspire aussi aujourd'hui, pour faire du vol en formation et tester du vol en formation pour économiser du carburant. oui et aussi pour la courbure des ailes, je Pour crois, la hein, courbure des ailes en bout d'aile, ça s'inspire, des rémiges. Donc les rémiges, ce sont ces plumes de très grande taille qui sont sur les bords d'ailes, notamment des grands rapaces, hein. Si vous observez des rapaces, français, hein, tout mmh. simplement, vous verrez que leurs ailes au bout sont courbées et donc ces grandes plumes, elles, se recourbent et effectivement, ça a été réutilisé par l'aéronautique pour pouvoir améliorer, la portance. Et donc également sur des pales d'hélicoptères, on a, des approches un peu, similaires qui ont été développées pour améliorer l'aérodynamisme. De façon générale, c'est un secteur qui s'est quand même pas mal inspiré du vivant dans son histoire. Alors on va jouer à un jeu, je vais te montrer 3 photos et tu nous expliques, ce que c'est, quelle innovation, biomimétique en découle. On est parti? Mmh. Alors première photo, le papillon morpho. Alors là, ce que vous voyez, c'est un gros plan des écailles du papillon morpho, hein. Il faut voir que, si on prenait une loupe et qu'on regardait chacun d'entre nous, les ailes d'un papillon, on verrait des structures qui ressemblent effectivement à des écailles. En fait, le terme biologique, ce sont effectivement des écailles. Et chez le papillon morpho, on devine un tout petit peu là à l'image qu'elles sont un peu structurées. Là, on voit qu'elles sont pas parfaitement lisses et on devine des espèces de lignes. Et si on zoomait encore, on verrait que ça formerait des petits peignes. Vraiment, c'est une forme de peigne. Et en fait, il se trouve que la taille de ces peignes, qui est, de l'ordre du voilà, microscopique, interagit avec, la lumière qui tombe dessus. Et chez ce papillon morpho, la taille de ce peigne fait que ça on a une couleur bleue absolument Alors ça magnifique ça et décompose un iridescente. peu la lumière comme sur un CD où parfois quand on regarde à la lumière, on voit la C'est un décomposition de la phénomène lumière? optique un petit peu analogue, c'est un Ouais. petit peu différent physiquement, mais c'est un peu le même principe effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment, si la chaleur en fait, hein, est générée par des rayons spécifiques qui s'appellent les infrarouges, hein, c'est, Mmh. un spectre une une typologie de lumière bien particulière. Et ce papillon morpho, ou en tout cas certaines espèces de papillons morphos, sont capables de dissiper les infrarouges et donc
empêcher l'échauffement en fait de l'aile du papillon. Ce sont des papillons tropicaux et ça a donné, l'idée à un chercheur, français que j'aime beaucoup qui s'appelle Serge Berthier, Mmh. d'imiter en fait cette structure, en partenariat avec des entreprises qui fabriquent des panneaux solaires pour limiter l'échauffement des panneaux solaires parce D'accord, que, donc c'est grâce aux papillons voilà, que les panneaux solaires vont voilà, moins c'est chauffer. chauffé. Alors deuxième photo, une chouette effraie. Alors on regarde bien la forme Alors de ses ailes. la chouette effraie effectivement, c'est un rapace qui est un rapace nocturne et donc pour avoir, la chance, d'attraper en fait une proie la nuit, il faut qu'elle fasse le moins de bruit possible et donc il y a une adaptation par rapport à d'autres oiseaux. Elle a un petit duvet aussi en forme de peigne, qui lui permet, de faire le moins de bruit possible parce qu'en fait, elle va faire, le moins de turbulences possible dans l'air et ça a inspiré, des fabricants, d'éoliennes pour venir rajouter, des petits peignes en bout d'éoliennes et limiter considérablement le bruit généré par les éoliennes. Troisième photo, un œil humain même. Alors, l'œil humain est absolument remarquable parce que, quand, voilà, là, on est en train de se regarder, on n'analyse pas, toute l'image et tout ce qui se passe, dans l'image. En fait, notre cerveau, il analyse et notre œil n'analyse que, la différence qu'il y a entre un instant T et l'instant, qui suit. Il y a une entreprise, qui s'appelle Prophétie, qui est une entreprise française, qui a développé une caméra, capable d'analyser, et de capter des images avec une très grande efficacité et donc qui est sensible à l'événement et donc, elle permet, à la fois de consommer beaucoup moins, d'énergie parce qu'en fait, on va, consommer beaucoup moins de données que des caméras conventionnelles et elle va avoir une très grande, sensibilité, par ailleurs, ben, dès Donc qu'il va ça y avoir filme du pas tout le mouvement. temps quoi, ça filme que Ça filme quand pas il tout se le passe temps, quelque c'est chose. pas voilà, exactement. C'est un peu comme si, une caméra de surveillance, plutôt que de filmer, Mmh. toute une soirée où il se passe rien et ben, en fait, elle va déclencher et enregistrer que quand il se passe quelque chose, quoi. Oui, mais ça me rappelle, c'était dans Jurassic Park qu'on avait ça, où en fait, il fallait pas bouger parce que sinon les dinosaures, nous voyaient et dès qu'on bouge par contre l'œil du C'est dinosaure se ça, en fait, déclenche et là, effectivement. c'est tout risque. Le cerveau, il analyse, qu'à partir du moment où il sent qu'il y a quelque chose qui doit l'intriguer, quoi. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est le biomimétisme, on va retourner à explorer ton histoire d'amour avec lui. En 2010, tu finis ta thèse en neurosciences et tu as désormais 2 choix, celui d'aller travailler en grande entreprise ou celui d'aller dans un laboratoire, mais aucun de ces 2 choix ne te parle vraiment. À ce moment-là, tu, lis un livre qui va changer ta vie, que j'ai d'ailleurs ici, qui s'appelle Biomimétisme par, Janine Benyus. Qu'est-ce Et qui s'est c'est passé? et alors, j'ai eu la chance, de faire une école, qui est une école qui forme énormément à l'interdisciplinarité, qui est, le SPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, de Paris et on nous avait déjà, en fait, parlé de biomimétisme et j'avais été déjà très séduite par, ce concept d'interdisciplinarité, donc de faire dialoguer entre elles les sciences. Mais j'avais pas pris conscience, de la portée et notamment la portée, transverse d'innovation, et surtout d'innovation durable du biomimétisme et quand, j'ai, découvert, voilà, Janine Benyus, par des conférences en ligne tout simplement et puis ensuite que j'ai lu son livre, ça a été une espèce de révélation, c'est-à-dire mais c'est évident, en fait, c'est évident que c'est une voie à explorer et comment se fait-il, alors que c'est une telle évidence, que ce ne soit pas, beaucoup plus développé et beaucoup plus connu? Voilà. Après ton passage en ONG, parce que du coup tu avances vers, l'ONG qui, quelque part, te rapproche le plus de cette, nouvelle, passion. Donc je découvre effectivement qu'une ONG Biomimicry Europa, en fait, en France, et un petit peu en Belgique, justement essaye de promouvoir cette approche-là. Je décide de m'y investir bénévolement pendant, plus d'un an. Plus d'un an et comme ça de comprendre, connaître le réseau et comprendre, bah, pourquoi, qu'est-ce qui freine en fait? Qu'est-ce qui freine ce développement? Voilà, donc tu t'investis dans cette ONG et mais juste après cela, tu rejoins aussi le Centre francilien de l'innovation, en Alors le 2012. centre ancien d'innovation qui s'appelle aujourd'hui Choose Paris Region. Oui. Donc j'ai cette chance incroyable que, ce centre, ouvre un poste sur, promouvoir le biomimétisme et l'innovation responsable auprès des PME d'Île-de-France et alors D'accord, je me c'était dis: «Mais fait pour toi, c'est il juste le t'attendait. poste». Voilà, exactement, c'est à peu près ça. C'est Ils m'attendaient, c'était trop beau et donc j'ai postulé évidemment. J'ai été, du coup, embauchée et là, ça a été vraiment une
très belle expérience pour moi qui sortais, plutôt d'un parcours, on va dire, un peu académique, même si, en école, on faisait aussi, de l'industrie. Là, d'aller à la rencontre des entrepreneurs, des startups, des PME avec, leurs enjeux, de comprendre aussi les politiques publiques, d'innovation à l'échelle d'une région et puis de comprendre toute cet interfaçage de ces acteurs et ces parties prenantes de l'innovation, à savoir le monde académique, le monde des politiques publiques et le monde de l'entreprise et de se rendre compte de finalement quels sont les premiers freins, et quels sont les premiers obstacles à son développement. Alors donc, tu connectes, un petit peu tout ce monde-là, et tu apprends, justement à voir quelles sont les forces des uns et des autres et quels projets ils peuvent monter ensemble et c'est là-bas que tu vas, lancer l'ébauche de ce qui deviendra ton plus grand projet à ce jour, le Sébios, donc on en a parlé. Évidemment, qu'est-ce que tu voulais faire de nouveau vraiment avec ce centre? Alors tu avais découvert quelque part un peu en expérimentation avec le Centre francilien d'innovation, donc Choose Paris Region, heu, l'existence de tous ces acteurs qui, Mmh. mine de rien, ne se parlaient peut-être pas assez. Qu'est-ce que le Cébios est venu, combler dans cet, échiquier? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses, qui expliquent, pourquoi ça a été ce lancement de dynamique, inédit. Alors qu'il y a des gens qui font du biomimétisme en France, depuis longtemps, ne serait-ce que les chercheurs, on le disait, il y a quelques entreprises, qui n'avaient pas attendu que le Sébios, évidemment existe pour grandir et prospérer. Ce qui a changé la donne avec, le Sébios, alors je pense que d'une part, c'est une initiative, qui a été, coportée, avec des acteurs à la fois, publics et très vite rejoints par du privé et donc déjà, ça lui donnait une certaine légitimité et une certaine, on va dire, poids, dans le paysage, national, versus, une ONG, qui avait sans doute, moins de pouvoir d'influence. Donc ça, c'était un premier point, et du coup, cette ambition, en fait, affichée, par ces membres, fondateurs dont je faisais partie, a, été l'étincelle pour que, une lumière soit enfin mise sur: «Ah tiens, le biométisme, c'est une approche non seulement séduisante, intéressante, mais il y a un collectif d'acteurs de poids public et privé, qui y croient et qui lance une initiative inédite en France» et ça a été un petit peu, voilà, l'étincelle qui a permis, à cette approche, ensuite de faire boule de neige et de Oui, parce qu'alors s'accélérer. aujourd'hui, c'est une structure, vous êtes déjà, une vingtaine de collaborateurs. Vous êtes à l'intersection d'un petit peu tous les acteurs externes qu'on a cités. C'est, combien à peu près d'innovations que vous avez vues passer, Alors aider, je vais accompagner? Combien d'acteurs que vous fédérez Ouais, aujourd'hui je vais je avec vais le pré Cébios? je vais préciser les choses parce que c'est important. Donc oui, on est une vingtaine, on est, entre 20 et 25, salariés aujourd'hui, mais on a fait le choix de passer en société coopérative Oui, d'intérêt collectif. oui. Et donc dans cette société coopérative d'intérêt collectif, il y a une centaine d'associés maintenant, à la fois personnes physiques et morales. Donc le Sébios, c'est pas 22 personnes, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup plus aujourd'hui, et on a fait un choix de coopérative parce que pour pouvoir développer le biométisme, on l'a déjà dit, il faut, plein d'acteurs de la recherche, il faut plein d'acteurs du monde économique dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines scientifiques et donc il faut faire coopérer toutes ces parties prenantes et on voulait que notre gouvernance et nos statuts reflètent en fait finalement, cette, diversité d'acteurs. D'où le statut, de coopérative et donc on est une centaine, d'associés. On a aujourd'hui un réseau français à peu près de 500 acteurs, hein, quand on compte à peu près tout le monde, 250 équipes de recherche Mmh. qui travaillent sur le sujet, 100 à 150 entreprises, grands groupes industriels en grande partie, mais aussi PME et ETI qui s'engagent dans la démarche et puis, des formations qui commencent à se créer, sur le sujet. Donc c'est cohérent de bout en bout. La nature est un écosystème. Il y a un écosystème de tout un tas de personnes qui peuvent agir dans le bon sens et vous orchestrez le Cébios, tout cet écosystème. Tout à fait. Tout cela est parfaitement cohérent. Alors c'est l'heure pour nous de, nous plonger dans le monde de ta passion, dans tes passions, c'est le monde des sciences. Ton monde à toi, c'est la nature, la science, le biomimétisme, mais aussi toutes les opportunités de croissance économique et d'industrialisation qui peuvent en découler. Rebecca. Oui, car le biomimétisme est source d'innovation et de croissance pour nos startups françaises, s'inspirer de la nature pour innover et construire une économie sans pollution et à très faible impact. Par exemple, le mouvement ondulatoire a inspiré plusieurs entreprises à partir de l'idée d'un seul inventeur, comme
EL Energy qui développe des hydroliennes captant les courants marins. Au lieu d'être équipées d'hélices, ces hydroliennes sont des membranes ondulantes qui imitent les poissons pour produire de l'énergie grâce aux courants marins. Une autre innovation, CoreWave, des pompes d'assistance cardiaque, ou encore FinX développant un moteur pour bateau ondulant qui fera d'ailleurs sa démonstration aux Jeux Olympiques sur la Seine à Paris. Ce sont aujourd'hui en France une centaine d'entreprises, de grands groupes comme des PME et des ETI, vous l'avez dit, qui font appel à cette démarche à fort impact social et économique. Alors, on a vu quelques exemples de startups françaises qui se développent très fortement, hein, que ce soit évidemment Il ou bien CoreWave ou bien Finex. On en est où du biomimétisme en France? Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on a une carte à jouer? Est-ce qu'on est en retard? On a clairement une carte à jouer, pour plein de raisons. Donc je l'ai dit, un corpus académique absolument remarquable et de renommée internationale, une dynamique économique et des pépites, réellement des pépites technologiques françaises, qui commencent à faire aussi leur chemin, à l'international. On a, surtout aussi, qui dit biomimétisme dit accès à la donnée, Mmh. biologique. On a, 10 de la biodiversité mondiale sur le territoire français et notamment grâce à l'outre-mer et grâce à notre espace maritime, un Oui, second grâce à espace aux maritime, océans, ouais. mondial, et un muséum d'histoire naturelle, alors qu'on connaît beaucoup par la Grande Galerie de l'Évolution et Oui. le musée. Mmh. Mais en fait, c'est surtout, voilà, un gestionnaire, remarquable et un agrégateur de collections naturalistes, et donc ils ont près de 70 millions de spécimens avec, voilà, plusieurs centaines de chercheurs qui travaillent, donc, sur ces, organismes biologiques, donc un accès très privilégié à la donnée sur la biodiversité. Donc on a absolument tous les atouts. Mais on est en retard par rapport à des voisins, comme l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne, ça fait une vingtaine d'années, que les politiques publiques, et les entreprises, ont investi ce sujet du biomimétisme. La Suisse leur a emboîté le pas, donc il faut qu'on s'active un peu, voilà. Faut qu'on accélère. Alors, si tu dois faire un appel, il faut faire quoi pour accélérer? Alors il y a plusieurs, choses. Heu, on a parlé de plusieurs, entreprises là aujourd'hui, dans cette émission. Elles sont toutes issues, pour la plupart, de la recherche fondamentale. C'est ce qu'on appelle les entreprises de la deep tech. Mmh. Et donc, ça veut bien dire que si on veut développer ces belles pépites technologiques, demain et ces technologies de rupture, il faut faire confiance à la recherche académique et qu'il faut lui donner les moyens de se développer. La difficulté du biométisme aujourd'hui, c'est que, il a du mal à rentrer dans les cases parce que justement, il est interdisciplinaire, il est aux interfaces de plein de choses et donc voilà, il est difficile à caser. Et ce qu'ont fait l'Allemagne, ce qu'ont fait la Suisse, c'est qu'à un moment donné, ils ont, fléché des financements dédiés pour pouvoir, accélérer l'amorçage On de parle de projets quelle autour du somme à peu près? biométisme. Alors, l'Allemagne, on doit avoir dépassé les 150 à 170 millions d'euros investis et fléchés par l'État, Mmh. sur le sujet. Ça, je parle hors, d'autres financements Oui, parce annexes qu'est-ce que génériques. ça intéresse les investisseurs privés aussi? Enfin, Alors, forcément, oui. là, on parle de sociétés qui se développent. Je sais que CoreWave a levé plus de 60 millions d'euros l'année dernière, donc ça intéresse des investisseurs Ça privés intéresse aussi. les investisseurs. Je vous invite à d'ailleurs consulter, un rapport, qui a été publié, par un de mes confrères, News Corp, qui s'appelle Biomime Invest et donc qui fait un petit peu un état des lieux de la nature des investissements et des typologies d'investisseurs qui ont aujourd'hui investi dans les, très belles pépites françaises, dont on parle. Donc à la fois du côté du privé et à la fois du côté du public, il y a voilà, un effort je pense que c'est surtout une prise de conscience de, l'opportunité de la démarche pour répondre aux grands défis, à la fois d'innovation et de transition écologique. Oui, surtout, c'est aussi une forme aussi d'humilité par rapport à la nature. Ça fait quand même 4 milliards d'années que la nature innove, invente pour arriver au stade d'évolution auquel Par on est aujourd'hui. essai-erreur, par Par essai, voilà. essai-erreur, Bah, en 4 milliards d'années, on a le temps de faire quelques erreurs et on voilà, a le temps par de se rattraper. essai-erreur et en respectant les limites planétaires. Donc bon, voilà, Oui. ça nous rappelle un petit peu, voilà, l'actualité et les besoins de nous aussi respecter ces limites planétaires. Alors, on a une question pour toi, posée par Laurence Monnoyer-Smith, excusez-moi, je la reprends, directrice du développement durable du CNES. Bonjour Kalina. Aujourd'hui, je vais te poser ma question depuis le Centre national d'études spatiales que tu connais bien puisque nous avons travaillé ensemble il y a quelques années et que nous avons encore le plaisir de t'accueillir dans nos locaux parisiens. Et aujourd'hui, la question que je voudrais te poser, c'est quelle est selon toi la découverte scientifique dans ton domaine, dans le domaine du biomimétisme, qui est le plus susceptible d'accompagner la transition écologique? Je serais ravie que tu me fasses un retour là-dessus et je t'embrasse bien fort.
Alors, C'est difficile de choisir, parce que comme je l'ai déjà dit, le biomimétisme s'applique à tous les domaines et ce que je trouve, heu, extrêmement intéressant, c'est de la voir la convergence entre, les grandes politiques publiques et les grandes politiques industrielles qu'on est en train de dessiner ensemble, en se disant: «Bah, voilà, comment on fait pour, avoir plus de sobriété énergétique? Comment on fait pour fabriquer la matière autrement, pour avoir un flux de matière, différent? Comment on fait pour avoir, une gestion de l'information, à la fois hyper efficiente, et sobre?» Et ce qui est intéressant, c'est que sur chacun de ces grands enjeux et ces grands piliers et ben, le vivant, il a des réponses et je trouve que, moi, je vais donner un exemple, hein, de moi qui, je pourrais qualifier de game changer sur ce sujet du biomimétisme, mais ce qui me semble plus fondamental encore, c'est vraiment de se dire, c'est quoi ce cahier des charges du vivant? Et en fait, comment le vivant arrive à être à la fois performant d'un point de vue de son usage, mais aussi, performant d'un point de vue justement des critères de la transition écologique. Et un sujet où moi je vois clairement une très belle percée en cours, c'est sur la production d'hydrogène, par voie bio-inspirée. Il se trouve que, le vivant, sait fabriquer de l'hydrogène, hein, alors sous d'autres formes, évidemment que gazeuses, mais les plantes, elles savent faire ça. Elles savent faire ça, et il y a aujourd'hui, des très belles équipes, notamment au CEA, qui travaillent sur comment imiter, en fait, cette chimie des plantes pour pouvoir, nous aussi, fabriquer de l'hydrogène dans des conditions, à la fois écologiques et de rendement qui fassent sens. Et donc moi, je pense que cette photosynthèse artificielle fait partie, des principaux game changers demain. alors c'est un des game changers. Tu nous as fait le plaisir, de mettre, beaucoup de tes apprentissages et découvertes, dans un livre qui s'appelle «Humanité bio-inspirée, une autre approche». On trouve, des exemples, comme celui que tu viens de donner, mais aussi bien d'autres. Merci beaucoup, c'est l'heure pour nous, tout simplement, de passer à la séquence suivante. Merci. Alors c'est la séquence actu, on voudrait parler de ton dernier projet en cours, Rebecca. Le Biomime Expo, le vivant, la nature, la biodiversité, la planète, au choix, comme synonyme de solution et d'avenir. Et c'est ce que met en lumière depuis 7 ans cet événement qui rassemble des experts et des acteurs de toutes les disciplines scientifiques et dans tous les secteurs d'activité. Conférences, ateliers, démonstrations, débats, expositions et lieux d'échange et de discussion. Le Biomime Expo est devenu le rendez-vous de tous ceux qui cherchent à innover en se plaçant à l'écoute de l'environnement pour le respecter davantage. Huitième édition de la Biomime Expo prévue au Parc Floral, cette fois dans un format XXL, les 11 et 12 juin 2024 sur la piste du Vivant. Alors dans le teaser justement, de l'exposition, Biomime Expo que les téléspectateurs peuvent, retrouver, en ligne, on voit apparaître le mot «respect» en gros. Est-ce que tu crois en une croissance, vertueuse justement qui, respecte la nature et qui, en tire parti sans l'abîmer? Ou bien est-ce que tu penses que de toute façon, on va devoir passer par une forme de décroissance? Alors je vais être très provocatrice. Dans le vivant, en fait, en biologie, on distingue le développement et la croissance. On distingue le développement et la croissance, et on peut très bien avoir des organismes qui continuent de se développer, donc de développer des nouvelles caractéristiques, de se diversifier, d'avoir de nouvelles fonctionnalités, de coloniser de nouveaux milieux sans que nécessairement ça passe par de la croissance. Et donc moi je crois, plus à une nouvelle forme de développement, en alliance avec le vivant, voilà, dont on dépend, pour tout. Alors très bien, on parlera de tout cela, dans le rendez-vous prochain du Biomime Expo les 11 et 12 juin, à venir. Merci beaucoup. On passe maintenant à la séquence, rapide de cette émission qui s'appelle le Quizella. Séquence Quizella, c'est, tout simplement une, succession assez rapide de questions-réponses. Je pose des questions assez rapidement, tu fais des réponses assez rapidement et on avance. Tu es prête? Je suis prête. Top, c'est parti. Tu es plutôt biomimétisme animal ou végétal? Les 2. Voilà, tu as le droit de répondre, hein, les 2 mon capitaine, hein, ça marche aussi. Alors plutôt recherche, fondamentale ou application technique? Recherche fondamentale. La tech au service de la nature ou la nature au service de la tech? Oh, la tech au service de la nature. L'innovation que tu aurais voulu créer? Mmh. Oh là là, de tac au tac, c'est pas facile. Hem,
J'aurais aimé, pouvoir contribuer à comprendre comment, les organisations biologiques et la façon dont les systèmes biologiques s'organisent pourraient inspirer, Ah oui, mais ça, c'est pas fini. nos Ouais, organisations on a humaines, ouais. toujours pas bien. Non, non, il y a On est on a loin d'avoir tout compris. on peut faire et puis on peut faire mieux. Ta plus grande émotion scientifique? Mmh. Hem, je pense que ça a été, des ren 2 rencontres, avec un chercheur donc que j'ai déjà cité qui est Serge Berthier, qui est, un chercheur absolument, voilà, émerveillé par le vivant et qui va en Amazonie, récupérer des papillons morphos, discuter avec les populations indigènes qui les connaissent bien et ouais, je pense que ça a été dans mes ouais, gros coups de cœur, voilà, coup de cœur scientifique. Ta potion magique à toi? Mmh. Hem, tisser du lien avec, les autres. Ta kryptonite à toi? Ce qui t'affaiblit? Mmh, hem, la compétition stérile, Ta plus grande source de motivation à pousser chaque jour plus loin les limites de notre compréhension du vivant? l'émerveillement. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Hem, je crois que j'aurais, fait plusieurs thèses parce que, voilà, j'aurais adoré découvrir plein de mondes très différents. J'avais hésité entre les neurosciences et l'océanographie et ben, peut-être que j'aurais fait ensuite, des études d'océanographie. Mais jamais Pourquoi trop pas? tard. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? C'est peut-être celui-là justement, non? Mmh, non, mon plus grand rêve, assez trivialement, j'aimerais beaucoup que, le biométisme soit reconnu comme, un des piliers de la transition écologique. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? C'est oser sortir de sa zone de confort. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? Mmh, oser. Merci, Kalina, de t'être prêtée au jeu. On va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée. Ubavasi Moyagoro, je crois que je le prononce correctement. Est-ce que tu peux alors ça signifie, «Je t'aime ma belle forêt». En un mot, est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle représente pour toi? C'est une chanson que j'aime énormément, qui a accompagné toute mon enfance, qu'on chantait en famille en Bulgarie et qui est, issue de magnifiques textes d'un très grand, auteur bulgare mis en chanson. Et qui, voilà, est une ode à la forêt, à cet écosystème forestier et voilà, je pense que ça vient aussi, nourrir, mon parcours. Ton parcours et ton émerveillement. Mmh. Merci beaucoup, Kalina, Merci Frédéric. de nous avoir partagé toutes tes émotions et tous tes apprentissages, de nous avoir fait entrer dans ton monde, de pionnière. Merci. Merci.